Laurent reste assis pendant des heures. Le regard morne, il ne fait que suivre les allées et venues de ceux qui l'entourent. Il semble attendre. Qui? Bonjour Laurent. Tu veux venir avec moi? Il ne s'abandonne toujours pas. Raide et lointain, il ne regarde même pas la personne qui le tient. Il veut quelque chose. Il ne sait pas quoi. Cette petite fille, malgré son air heureux, est comme Laurent. Elle ne joue pas avec la personne qui la tient, ne la regarde pas. Qu'un adulte le touche, tente de le faire marcher et le voilà à plat ventre. Il ne peut supporter d'être touché. Monique agit de même. Viens avec moi, tu veux pas essayer? Et pourtant Monique sait marcher, à condition qu'on ne lui demande pas. Dans les années 40, on commence enfin à s'intéresser plus activement aux enfants ayant des difficultés psychologiques. Plusieurs équipes développent des recherches et des expériences pour tenter de les soigner autrement que par des méthodes asilaires. Dans ce film de 1949, Jenny Aubry et Geneviève Appel démontraient les effets désastreux des carences affectives chez les enfants placés dans les institutions. Chez ces enfants, la capacité d'établir un lien affectif est profondément mutilée. Ils se retranchent de tout contact avec le monde qui les entoure. Ils ne peuvent profiter de soins affectueux et dévoués. En effet, leurs expériences passées, faites de séparations répétées et donc de déceptions multiples, les amènent à s'en défendre et à les rejeter. Elle montrait que par des psychothérapies adaptées, on pouvait donner à ces enfants un autre avenir que l'hôpital psychiatrique d'adultes. À cette époque-là, Françoise Dolto commence son activité clinique dans la voie qui est la sienne, la psychanalyse d'enfants. Dès 1940, elle arrive à créer une consultation hebdomadaire à l'hôpital pour enfants Armand Trousseau à Paris. Il y reçoit des enfants qui viennent en consultation ou qui lui sont envoyés pour des troubles psychologiques et qu'elle soigne par des cures psychanalytiques. Cette consultation, devenue très célèbre, dans son petit bureau anonyme de l'hôpital Trousseau, Françoise Dolto l'amènera tous les mardis pendant 38 ans. Comment peut-on savoir si un enfant a besoin d'une thérapie? Eh bien, celui qui a besoin d'une thérapie, c'est celui qui est conscient, préconscient ou conscient, c'est-à-dire qui, si on lui pose la question, en effet, souffre et voudrait changer quelque chose dans sa vie. Les parents sont inquiets de leurs enfants. Ils se disent, est-ce que cet enfant se développe bien? Ils vont chez un psychanalyste, ils sont inquiets. De quoi êtes-vous inquiet? Ah ben, il est renfermé, il ne me confie pas ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais est-ce que votre enfant souffre? Ah ben non, il n'a pas l'air de souffrir. Il n'a pas l'air. Est-ce que vous lui avez demandé s'il était malheureux? Ah ben non, je n'ai jamais demandé. Mais vous avez l'air inquiet au point de venir payer une consultation. Les parents se regardent, ben oui, on est inquiet parce que telle chose de l'enfant qui n'a pas les résultats scolaires ou qui a des tics ou qui a des manies ou qui bégaye. Mais est-ce qu'il en souffre de son bégaiement? Ah ben non, pas du tout, il nous dit que ça est bien égal. Ben alors, ce qui souffre? Ah ben c'est moi, le père, ça m'agace, ça me met dans tous mes états. Ben faites une psychothérapie, vous. Mais oui, mais c'est vrai, c'est celui qui souffre qui doit aller parler de sa souffrance. J'ai vu des parents venir très inquiets d'un enfant qui pissait au lit, en comprésie, pisse au lit. C'est pas commode pour les parents. Hein, mais l'enfant était très content comme ça. Il dit, toi, ça t'ennuie? Ben non. Il dit, ben, qui nettoie tes culottes? Ben, ma mère. Et si elle te disait que c'était à toi de les nettoyer? Oh, ben, faudrait bien. Et est-ce que tu es content de tout dans la vie? Oh, ben non.
Et de pas, tu es content de quoi tu n'es pas content? Oh ben, la sœur, la salope, la ceci, la cela, bon, ou bien de la maîtresse. Bon, est-ce que tu voudrais comprendre, toi, si tu pouvais, puisque tu ne peux pas changer ta sœur, puisque tu ne peux pas changer la maîtresse, est-ce que tu voudrais arriver à pouvoir vivre avec ta maîtresse de façon que ce serait moins désagréable? Ah ben si je pouvais, oui. Eh ben veux-tu essayer un travail avec moi? Ou avec quelqu'un d'autre? Veux-tu que ce soit avec quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, etc. Et puis si ça ne t'intéresse pas, eh ben, tu diras ça ne m'intéresse pas. Et puis en bout de 2 ou 3 fois, tu t'en iras. Si toi tu ne souffres pas, reste comme tu es jusqu'au moment, mais tu sauras qu'il y a des gens qui pourraient t'aider. Généralement, les enfants sont passionnés d'une vraie psychanalyse. Une personne vient parler, d'elle et des autres, à un psychanalyste formé pour l'écouter et elle le paie pour cela. Le patient, guidé par l'interprétation de son analyste, découvre les difficultés et les conflits qui résident dans son inconscient. C'est en mettant au jour ces tensions inconscientes dans le rapport qui s'établit avec son analyste que le patient sera soulagé. Tout ça n'est ni bien ni mal. Hein, jamais l'analyse ne peut travailler sur le bien et le mal. Elle travaille sur la souffrance, qui est un mauvais ressenti, mal dans sa peau, pour une raison que le sujet connaît ou qu'il ne connaît pas, mais il sent qu'il est mal dans sa peau. Est-ce que tu sens que ça va vraiment bien? Ben non, non. Est-ce que tu voudrais travailler? J'ai des cauchemars toujours, ça m'embête mes cauchemars. Veux-tu venir les raconter à quelqu'un? Ah ben si ça peut m'aider, oui. Ben viens, tu raconteras les cauchemars, peut-être que ça t'en sortira. Je me rappelle un enfant qui avait fait 3 ans de psychothérapie avec quelqu'un de très valeureux, mais il ne savait pas qu'il avait fait une psychothérapie. Alors il vient à l'hôpital, et sa mère me dit ça, il était un enfant dit schizophrène, hein, il était comme ça, perdu. Et je lui dis, vous avez fait une... Il me disait vous, non, que je disais vous, il y a aussi ça. Pourquoi dit-on tu à un enfant qui dit vous? Quand il dit vous à un adulte, l'adulte doit lui dire vous. Enfin, pourquoi on veut tout de suite prendre ce pouvoir comme s'il était petit et nous grand? C'est un être humain qui vient nous demander d'être à son service pour sortir d'une difficulté qui est la sienne. Si vous nous dit vous, nous lui disons vous. Tout de suite. Celui-là m'avait dit vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais je lui dis est-ce que vous voulez me parler? Je ne sais pas qui vous êtes. Ben, moi je suis psychanalyste, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui est au service de ceux qui viennent le trouver parce qu'ils sont malheureux de quelque chose ou qui souffrent de quelque chose. Est-ce que vous êtes malheureux? Il n'a pas répondu. Est-ce que vous souffrez? Alors il ne répondait pas, c'était un schizophrène. J'ai dit, ben, est-ce que vous souffrez dans votre corps? Alors j'ai pris le haut en bas, la tête, le cou, puis j'avais pas eu le temps d'aller plus loin, qui dit, je souffre à rien dans mon corps. Voilà. Est-ce que vous souffrez autrement? Alors comme ça. Et puis, je peux vous le dire, mais si vous venez pour ça, si vous le savez. Eh ben oui, je souffre à mon père. Et j'ai dit, vous croyez que vous pourriez changer quelque chose à cette souffrance? Eh ben je ne sais pas. Est-ce que vous voudriez travailler à moins souffrir à votre père? Ah oui. J'ai dit, vous avez déjà travaillé. Est-ce que vous aviez parlé de ça avec Madame Untel? Il me dit, mais Madame Untel, pourquoi? Je dis, parce que c'était une psychothérapie. Vous êtes allé chez elle 3 ans, 2 fois par semaine. Moi, jamais fait de psychothérapie, comme ça. J'ai dit, vous alliez chez quelqu'un qui vous disait de parler de... Ah oui, ma mère m'avait dit que c'est quelqu'un qui aimait les enfants. Alors, je n'ai pas emmerdé ma mère de chez elle. Mais jamais je lui ai parlé, ce qui était vrai.
sur le plan de la psychanalyse, je crois que l'apport essentiel de Françoise Dolto, c'est de dire qu'un enfant est à égalité d'être avec un adulte et que ce faisant, il est un analysant à part entière. Et ça, c'est véritablement une rupture par rapport à tout ce qui s'est dit avant. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un enfant qui vient faire une analyse et un adulte qui vient faire une analyse. Bien sûr, il va y avoir une différence dans la façon dont ils vont s'exprimer. Bon, c'est très rare qu'on demande à un adulte de faire du modelage ou des dessins. Bon, simplement parce que c'est plus facile pour l'enfant de s'exprimer avec du modelage ou s'exprimer avec des dessins que de s'exprimer en racontant des récits. Bon, ça, bien sûr, c'est une différence. Hein. De même qu'il y a une autre différence, qui est que l'adulte parle du passé, enfin, parle de son enfance beaucoup, et que l'enfant le vit au présent. Bon, mais il n'y a pas de différence en ce sens que la cure, dans son éthique, est la même. C'est-à-dire que l'enfant a droit au même respect. On n'a pas plus à le diriger, on n'a pas à le conduire quelque part, on n'a pas à vouloir son bien, on n'a pas à lui imposer des choses, on a à avoir la même rigueur, le respecter autant, lui laisser faire son chemin tout autant qu'un adulte. Ça, c'est absolument révolutionnaire. Françoise Dolto tient sa consultation à l'hôpital Trousseau jusqu'en 1978. C'est également là que, d'une façon originale et nouvelle, elle transmet son expérience clinique à plusieurs dizaines de psychanalystes qui peuvent assister aux consultations avec l'accord de ces jeunes patients. Ici, pendant toutes ces années d'activité clinique ainsi qu'au cours de ses séminaires, Françoise Dolto a formé des générations de praticiens à son enseignement. Oui, elle était effectivement, elle, assise à un bureau perpendiculaire auquel figurait une petite table, le bureau de Françoise Dolto, la petite table à laquelle était assis l'enfant qu'elle recevait, en face d'elle, les quelques 10 à 15 assistants qui pouvaient être là, pressés dans ce petit bureau qui n'était pas gigantesque, comme vous avez peut-être pu le découvrir, et donc recevant là et l'enfant et le cas échéant la famille accompagnatrice, car il est important de préciser au passage que dans le travail que Françoise Dolto effectue, c'est un travail qui peut s'effectuer avec l'enfant seul, mais je dirais que si c'est l'enfant qui monte au front de son travail analytique et psychothérapeutique, c'est toujours en association et en présence avec les parents eux-mêmes qui sont, d'une certaine façon, pris en compte dans ce travail psychothérapeutique. Je vois arriver un couple avec une enfant de 5 ans qui muette depuis l'âge de 17-18 mois, qui avait bruité, sonorisé, dit des paroles jusqu'à 17-18 mois, et puis peu à peu, ils ne savent pas dire comment, entrer dans le mutisme total. À l'hôpital Trousseau, Françoise Dolto reçoit pour une première consultation la petite fille muette et ses parents. Dans un coin, il y a 2 paniers. Il y a 2 paniers avec des bidules, je sais pas, des vieilles poupées, des vieilles bobines, des tuyaux, des cordes, n'importe quoi, que des enfants ont amené, des vieilles petites autos qui sont dans un coin, qui ne me servent jamais pour les traitements, mais qui dans mon bureau servent pour occuper les enfants pendant que les parents parlent, parce que je veux toujours que les parents parlent devant les enfants s'ils veulent bien, les parents. Et si les enfants veulent bien, si les enfants veulent s'en aller, la porte reste entrouverte pour qu'ils s'en aillent. Donc si les enfants restent, c'est qu'ils veulent écouter. Si les parents parlent, c'est qu'ils peuvent tolérer de parler devant l'enfant. Et alors moi, je suis aussi attentive à ce que l'enfant me dit, avec sa manière d'être, que les parents. Bon. Et c'est comme ça que je vois que les enfants sont toujours s'intonnent à ce que disent leurs parents. Ils entendent tout. Alors voilà, la mère me dit qu'elle a eu plusieurs fausses couches avant la naissance de cet enfant. Et c'est pour ça que cet enfant a été, pour elle, si précieuse, enfin, etc. Et que, depuis, malheureusement, ils n'ont pas pu avoir d'enfant bon. Et alors, je voyais cette petite qui cherchait dans le panier, qui a tout sorti, et qui a sorti les poupées, elle regardait, elle achetait, tout ça pendant que la mère disait qu'elle avait essayé d'avoir des enfants. Et puis, elle se met... Elle apporte entre ces 2 parents qui étaient assis, et pendant que la mère me parlait, elle apporte une poupée absolument dégueulasse, qui a été apportée un jour et laissée par un enfant psychotique,
qui avait un œil crevé, toute peinte, tous les doigts coupés, enfin, une pauvre représentant sadisée jusqu'au trognon, et toujours habillée, qui était encore habillée, qui était dans le fond du panier, qu'aucun enfant ne s'occupait jamais de cette horreur, et qu'elle a sorti. Elle arrive avec ça, elle le chérit, et elle le met dans les bras de son père, qui me parlait, qui ne s'occupe pas du tout de toute la geste de l'enfant. Elle le met dans les bras de son père, ensuite elle le resserre contre elle, elle le met... oui, c'est ça. Au lieu de le mettre dans les bras de sa mère, elle le met sur le siège, sur les cuisses, le haut des cuisses de la mère, et le fait tomber par terre. Elle tombe par terre, personne ne fait attention à rien, la mère non plus, que moi qui faisais attention à ce qu'elle faisait. Elle reprend, même elle va faire un tour je ne sais où, elle reprend, elle fait 3 fois le même système. Et alors à ce moment-là, je dis à la mère, mais... depuis que l'enfant est né, vous avez fait une fausse couche. À ce moment, elle rit. Elle regarde son mari, les regards allumés de joie, de surprise, de bonheur. Elle lui dit, « Oh mais, comment, vous devinez les choses ?» Je dis, « Non, c'est votre fille qui vient de montrer qu'elle a vécu, que vous avez un enfant qui est sorti de vous, un enfant mort. » Alors, à ce moment-là, mais c'est pas possible qu'elle puisse se souvenir. Mais je dis, pourquoi c'est arrivé? Alors, je dis à la petite, je l'appelle, à ce moment-là, elle me regarde, elle regarde son père, elle nous regarde d'un air très intense. Mais je dis, mais pourquoi? C'est possible, vous dites que vous auriez tellement désiré un enfant depuis, peut-être que c'est seulement ça, je n'en sais rien, est-ce que vous avez autour de vous? Alors elle dit, ça, non, écoute, on peut lui dire, alors, ben voilà. Pour des raisons médicales, la mère avait dû subir un avortement quand sa fille avait 3 mois. Françoise Dolto donne alors son interprétation sur la façon dont l'enfant avait vécu cette histoire. Et j'ai dit, eh bien tu sais, c'est très important Isabelle ce que tu as vécu là, parce que c'est comme si ta maman t'avait dit, tu vois, les filles, eh bien ça doit faire attention quand ça va avec les messieurs. Faut pas toujours avoir des enfants. À ce moment-là, sa mère s'est mise à sangloter, à sortir son mouchoir, à mettre sa tête contre son mari et pleurer. Son mari, elle a conseillé, tu vois, je te disais bien. Elle commençait à vouloir dire qu'elle aurait voulu la garder, etc. L'enfant tire son père. Viens, papa, elle est emmerdante, cette dame-là. Le père me regarde, je dis, ben voyez qu'elle parle. Alors, écoute, mais viens, papa, elle est emmerdante, cette dame-là, on laisse maman. Alors, j'ai dit pas du tout. Ton père ne laissera pas maman du tout. Tu voulais bien avoir un enfant avec papa. Tu étais bien jeune pourtant. Paraît que tu n'avais que 3 mois. Mais tu as dû l'entendre quand ta mère désirait tellement. Puisque la mère désirait depuis 3-4 ans avoir un autre enfant et n'y arrivait pas. Ben voilà. Cet enfant qui parlait complètement. Elle a parlé par ce geste qui me disait, mais c'est pas les fausses couches d'avant elle. Puisque elle savait. Avant elle, elle n'aurait pas su que ça sortait entre les jambes. C'est pas elle qui était... Elle a peut-être été menacée, elle aussi, quand sa mère a commencé à être enceinte d'elle, qu'elle allait mourir. Mais c'était une enfant hyper précoce. Et tous les enfants qui ont des symptômes aussi graves qu'on peut prendre pour des débuts de psycho, des choses comme ça, c'est toujours des enfants hyper précoces. La précocité, alors moi, je ne sais plus où c'est. Vraiment, je ne sais plus où il faut et à quel niveau d'âge civique il faut remonter pour comprendre ce que c'est que l'amour, le désir. Ça a l'air vraiment d'être total dès le premier jour de la vie, en ayant si peu de moyens matériels pour le montrer, enfin pour être compris des adultes, mais c'est tout à fait comme un être... je crois qu'il y a des passions aussi violentes à 3 semaines, à 3 mois, chez les enfants très intelligents, et qui ont des perceptions de certaines personnes qui leur correspondent. L'enfant, parfois, ne dit rien et regarde. Ça vous est arrivé? Ah oui. Elle a immédiatement, je pense, à un enfant qui est arrivé, il avait 6 ans.
Sa mère est venue et son père sont venus, ils étaient d'accord. J'ai demandé à l'enfant s'il était d'accord pour revenir. Il a fait oui de la tête. Et puis il est venu seul, la deuxième fois, et il m'a regardé. Ça a duré des semaines. Donc l'enfant venait. L'enfant venait, il s'asseyait, tout était prêt pour qu'il puisse faire quelque chose, et il me regardait. Sans un mot. Sans un mot. Et ça s'est résolu. Oui. De quelle façon, s'il est possible d'en parler? Il m'a parlé de la mort. En fait, c'était le silence de mort. Quelque chose qui ne lui avait pas été dit. Il ne pouvait pas me le dire puisque ça ne lui avait pas été dit. Mais il en avait le ressenti. Et il m'éprouvait. Et cette cure a duré longtemps? Plusieurs mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais oublié d'apporter sa pièce pour payer sa séance. Au cours de sa pratique clinique, Françoise Dolto fait une invention originale, le paiement symbolique. Elle demande à l'enfant d'apporter un caillou ou une piécette pour preuve de son intérêt à suivre une cure, comme un adulte paie sa séance. C'est le signe que l'enfant accepte la séance proposée, le travail qu'il va y faire. C'est aussi pour lui une façon de manifester son désir propre, en dehors de la présence de ses parents. Mais jamais je ne te recevrai si toi tu ne demandes pas à me recevoir. La preuve en est que je ne te verrai pas si tu ne m'apportes pas un signe que tu veux me parler. Alors c'est là ce qui est très important, parce qu'on voit l'enfant apporter son paiement symbolique, qui est un caillou ou un petit carré de papier, un faux timbre. J'ai pris un système qui est symbolique. Un timbre, c'est pour payer un message qu'on envoie. Les choses que tu me dirais dans une séance, ce qui se passerait, c'est comme un message que tu donnerais de toi et tu payes un timbre pour ça. Si tu ne me l'apportes pas, je comprendrai que tu ne veux pas me parler et c'est toi qui as raison. Tu as raison pour toi, personne d'autre que toi, et moi je n'ai pas raison pour toi. Eh bien c'est fantastique de voir combien on a de séances purement négatives. Ils viennent et ils payent pour vous dire, puis je vous hais, puis je vous déteste, et puis tiens, te voilà, ou vous, tu ou vous, et ils dessinent une chose, et puis tout ce qu'ils font, et je te perce, et tu saignes, et tout ça. Ils ne font que de la traduction de haine, alors qu'ils ont payé pour une séance où on n'a qu'à les écouter. Alors que c'est pas la haine amour, c'est la haine, se débarrasser de leur souffrance sous cette forme. Ils ont payé pour ça, et alors ils vous regardent comme ça, ils disent, mais vous faites une excellente séance, vous avez payé pour cette séance. C'est Sophie Morgenstern qui avait initié Françoise Dolto en 1936 à l'écoute de l'enfant par l'intermédiaire des dessins qu'il fait pendant la cure. Françoise Dolto prolongera cet enseignement en proposant à l'enfant de réaliser aussi des modelages en pâte à modeler. Mais au-delà des dessins et du modelage, c'est par une observation totale de l'enfant, de ses gestes, de son corps, que Françoise Dolto peut avancer une interprétation. Elle invente aussi des objets pouvant devenir des supports aux projections des enfants, comme la poupée fleur. Alors elle prenait une boule de pâte à modeler
Et puis elle le lançait comme ça en direction de l'enfant. S'il ne réagissait pas, elle prenait une autre boule. Quelquefois, 2 boules se touchaient. Ah, et on voyait l'enfant tout d'un coup intéressé. Il lui arrivait aussi de prendre, elle, un crayon et de dessiner comme ça. Et l'enfant regardait. On le sentait tout d'un coup, qui sortait de quelque chose, d'un chaos. Elle était toujours dans la recherche et jamais dans la trouvaille. Et quand il y avait quelque chose qui se révélait, elle disait « Quel enfant extraordinaire !» J'ai eu à voir à l'hôpital Trousseau une petite fille qui avait soi-disant la phobie de l'école. Voilà comment c'est présenté. Phobie de l'école. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Il fallait soigner cet enfant. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Elle ne pouvait plus quitter la maison. Elle avait la phobie, l'agoraphobie. Elle ne pouvait pas sortir. Bon, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait toute la journée à la maison? D'autant que la mère travaillait et s'en allait. Alors elle remplit des cahiers de dessins. Apportez-moi ces dessins, tu m'apporteras tes dessins. Je vois, à chaque page, sur un cahier quadrillé, il y avait une poule rouge, une poule bleue, une poule noire, qui remplissait toute la page. Elle faisait ça toute la journée. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi les poules? Alors elle me dit, en baissant le ton, j'ai jamais vu la poule à papa. Ah oui, très sérieux, je lui dis, mais où est-ce qu'elle est, la poule à papa? Maman la voit par la fenêtre, mais moi, je ne l'ai jamais vue, je cours à la fenêtre et je ne la vois pas. Alors je vais rester à la maison parce que il paraît qu'elle passe tout le temps dans la rue. Mais moi, je la vois pas. Et quand j'y vais, je dis à maman, mais où elle est? T'occupe pas, c'est pas ton affaire, t'occupe pas. L'enfant était pas allée à l'école, c'était parce qu'elle voulait un jour voir la poule à papa. Elle croyait que c'était une gallinacée. Voilà. Et c'était une enfant de 7 ans. C'est quelqu'un qui écoutait les enfants, qui en tirait des conclusions, qui se laissait enseigner véritablement par les enfants. Mais ce n'était pas une formule, elle se faisait enseigner par les enfants et elle se servait avec les autres enfants de cet enseignement que les enfants lui avaient apporté. Alors je peux donner un exemple qui était le cas d'une petite fille que je recevais, c'était il y a fort longtemps, dans un dispensaire en province. Et cette petite fille, qui était une petite fille quand elle était arrivée extrêmement inhibée, enfin qui vraiment n'avait pas d'amis, qui était dans un échec scolaire massif, qui s'en sortait pas en rien, qui pleurnichait tout le temps, enfin bref. Bon, cette petite fille, donc, je travaille avec elle, avec sa famille, etc. Bon, cette petite fille change du tout au tout, devient quelqu'un d'expansif, qui a des copains, qui parle. Bon, reste un échec scolaire massif, qui ne bouge pas. Bon. Et cette petite fille souffrait beaucoup de cet échec scolaire. Il y avait à sa demande une orthophoniste qui essayait de l'aider, mais qui aussi se cassait la tête. Et vraiment, cette petite fille demandait quelque chose. Et moi, je savais très bien qu'il y avait quelque chose que je n'entendais pas. Il n'y avait pas moyen, j'entendais pas. Et je lui avais dit, écoute, vraiment, je n'entends pas ton problème. Tu vois bien qu'il y a quelque chose là qui va pas. Tu souffres de ça. Il doit y avoir des raisons à ton problème d'échec scolaire, comme il y en avait pour le reste. Simplement, celle-là, on n'arrive pas à les trouver. Est-ce que tu veux aller voir un autre psychanalyste? Et cette petite fille disait obstinément non. Elle voulait rester là pour des raisons que j'ignorais, mais elle voulait rester là. Et cette petite fille était devenue vraiment un cauchemar pour moi parce que je me sentais dans l'impuissance, l'imposture, enfin, et dans l'incapacité à soulager cet enfant de quoi que ce soit de sa souffrance. Et cette petite fille faisait répétitivement 2 dessins en alternance. J'avais essayé par tous les bouts de poser des questions dessus, de chercher des interprétations, enfin rien à faire, je n'y comprenais rien. Bon. Et j'étais donc en contrôle, cette fois personnel, avec Françoise Dolto, et un jour, mais j'y croyais même pas, parce que j'étais tellement désespérée que je pensais que sainte Françoise Dolto elle-même n'y pouvait rien. Donc je lui apporte les dessins et je lui dis, voilà, et je lui explique en gros ce qui se passe, et je lui dis, ouais, j'y comprends rien, voilà, je n'y comprends rien, si vous pouvez faire quelque chose, bon. Mais vraiment, je n'y croyais pas. Et Françoise regarde les dessins, et elle me regarde, et elle me dit, mais elle couche avec son frère. Alors je sursaute absolument, je dis, enfin, comment vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment vous voyez ça? Elle me dit, mais regardez, les personnages qui sont dessinés, ils ont les mains au robinet. Je dis, mais qu'est-ce que... Bon, et elle me montre effectivement, les mains des personnages avaient la forme d'un robinet. Et elle enchaîne tout de suite, et elle me dit, ah mais vous savez, j'ai reçu autrefois une petite fille qui couchait avec son frère, mais qui, elle, me l'a avoué assez vite, et j'ai bien observé les dessins qu'elle faisait, et les personnages avaient les mains au robinet, et depuis, je me suis rendu compte que chaque fois que, dans les dessins, les personnages avaient les mains au robinet, eh ben, ça avait quelque chose à voir avec un inceste frère-sœur.
Bon, je suis sortie de là absolument abasourdie. Bon, j'ai posé des questions en demi-teinte, etc. à la petite fille. C'était effectivement ça le problème. Et l'échec scolaire, l'inhibition scolaire massive, ça s'est levé évidemment du jour au lendemain. Enfin, la stupéfaction de l'orthophoniste de l'école et bien sûr à la mienne. Et j'ai beaucoup appris ce jour-là de Françoise Dolto. C'est-à-dire que j'ai appris que vraiment, c'était pas du tout une magicienne et quelqu'un, c'est quelqu'un qui véritablement avait appris quelque chose des enfants et d'ailleurs ne s'en cachait pas. Hein, mais ça, on n'a pas voulu l'entendre. C'est qu'on met encore du rouge. Non, mais pas n'importe où, au moins. C'est qu'on met du rouge, là. Attention, j'ai trop de vert. Et c'est du vert. Mais on met trop de rouge. Là, on va pas faire le rouge, puisque le rouge. Là, il y a un peu de rouge. Voilà. Il a le masque. Il est magnifique sur l'escargot. Il y a une dynamique de départ chez cet enfant qui est formidable. La dynamique de départ, oui. Et ça vient de quand le rond de l'escargot, il a une spirale qui mathématiquement est juste. Et il a une spirale mathématiquement juste, ce qui est très rare. Et elle est violette. La couleur violette est la couleur sans sexe. Les couleurs ont un sens pour les enfants. Et ça, je l'ai appris des enfants. Moi, je ne savais pas avant. Alors voilà que je pense que ce papillon, vous voyez, c'est un squelette. C'est des os, comme les enfants voient, ce premier papillon. Bon, il y a énormément de choses qui n'ont pas été vues. Et alors voilà, je vous reviens à Madame Morgenstern, qui a fait des traitements d'enfants, pas un mot, pendant peut-être un an et demi, de dessin. Prendre les dessins, au revoir, et l'enfant, un jour, s'est mis à parler, puis est revenu. Et il dit, mais maintenant que tu parles, tu pourrais peut-être m'expliquer tes dessins. Il a pris les premiers dessins, il lui a tout raconté, tout ce qu'il lui avait raconté, son histoire dans les dessins. Et jamais elle avait dit un mot. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je continue. Ce qui s'est passé, c'est que quand des enfants lui parlaient dans le détail, elle n'a pas pris pour des détails ce que nous, analystes en général, même si nous avons l'oreille ouverte, prenons pour des détails. Elle l'a pris pour du vrai, pour des choses importantes. Pour des enfants, ça n'est pas un détail. C'est un grand danger de l'interprétation des dessins d'enfants et c'est quelque chose à quoi le travail de Françoise Dolto n'a pas échappé. C'est-à-dire qu'elle disait toujours, et c'était extrêmement important, qu'on ne pouvait jamais interpréter le dessin d'un enfant sans les associations d'un enfant qui sont absolument uniques. Bon. Mais évidemment, à partir du moment où elle avait cette espèce de façon extraordinaire de décrypter les dessins, mais un peu comme un expert en tableau va tout de suite voir dans un tableau s'il est 18e, s'il est 19e, si telle partie a été refaite à telle époque, etc. Un expert va voir ça. Françoise voyait ça comme ça. À partir du moment où elle restituait comme ça les choses, et c'est vrai qu'elle avait, elle les restituait sans méfiance. Elle se méfiait jamais des auditeurs. Elle créditait toujours les auditeurs du même souci qu'elle-même avait de la recherche, de l'honnêteté, de cette même démarche de travail. Et ce n'était pas toujours le cas. Donc ça a donné effectivement des générations de gens qui disent « Ah, les maisons avec tralala, ça veut dire ça ». C'est absolument absurde. Mais on voit bien comment c'est très facilement. Hein, mais en tout cas, il faut être très très clair et ferme là-dessus. Il n'y a aucun lexique de dessin d'enfant. Il y a quelque chose de frappant à la fin, en tout cas quand les dernières années où elle a travaillé à Trousseau, c'est qu'elle recevait des enfants qui étaient parfois extrêmement handicapés, touchés, si ce n'est physiquement véritablement dans leur corps, mais des grands psychotiques enfants, c'est-à-dire des enfants ou des enfants plus si jeunes que ça, mais qui étaient dans un état de difficulté mentale communicationnelle radicale, quoi. Et c'était ça aussi, bien sûr, l'une des choses impressionnantes,
de voir qu'elle était peut-être la seule psychanalyste avec quelques autres, en tout cas parmi les rares, à avoir ce courage ou ce talent ou cette ambition, en tout cas thérapeutique, de recevoir des enfants qui nous paraissaient, à nous pour beaucoup, dans un état de non-communication extrêmement grave ou extrêmement pathologique, c'est-à-dire au fond avec ce qui était sa foi dans le sujet. C'est-à-dire qui était le fait que là où il y a de la corporéité présente avec un humain, il y a du sujet. On parle de sa foi, on a beaucoup parlé de sa foi en tant que religieuse. Je crois qu'il faut la situer, sa foi, dans son laïcat clinique qui faisait que, recevant des enfants comme ceux-là, elle avait la conviction qu'elle pouvait être entendue du sujet auquel elle s'adressait. Il y a du sujet là, quelque part enfoui. Tout le travail de l'analyste, c'est de réfléchir aux moyens d'arriver à l'atteindre, de trouver les bons truchements pour établir la communication avec lui. Nous ne savons pas ce que c'est que la psychose. Ce que nous en savons, c'est que généralement, c'est des enfants très très précoces et beaucoup plus intelligents que la moyenne des enfants et qui sombrent dans l'absence de communication parce qu'ils n'ont pas été compris à un moment. C'est ni bien ni mal. C'est une épreuve de notre vie. Ça existe autant, la psychose, dans les pays de l'Est que chez nous. C'est un moment dans l'humanité actuellement. Possible, ça n'existe pas dans les pays noirs. Les enfants continuent de ne pas être psychotiques, pas plus qu'avant, ni moins. Ils sont soi-disant possédés que ça, mais autant qu'avant, ni plus ni moins. Il semble que ce soit en rapport avec les sciences diététiques, les biberons, la séparation du corps. On ne sait pas très bien, on ne sait pas. Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Mais les psychotiques que je suis arrivée à sortir d'affaire, vraiment, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Tellement plus intelligents que moi. Les autistes petits sont des enfants qui ne souffrent déjà plus, mais qui ont beaucoup souffert au moment où ils sont entrés dans l'autisme, sans que cela se voie, parce qu'ils ont souffert dans leur pulsion passive. Et cette absence est très souvent une absence de quelques jours de la mère qui n'est pas reconnue quand elle revient et qui n'est pas ce n'est pas explicité dans les paroles à l'enfant qu'il a souffert de l'absence de sa mère et qu'il n'existait plus. Il était comme mort pendant l'absence de la mère. Elle revient. Il ne veut pas faire l'expérience de nouveau de se greffer. Ça a été trop douloureux, l'absence. C'est comme ça que s'explique très très bien l'autisme des petits qui commence entre 3 et 5 mois chez les enfants précoces. C'est toujours une précocité et une communication qui n'est pas compris. C'est la faute à personne. Au cours de son activité clinique, Françoise Dolto acquiert très vite la conviction que c'est le plus tôt possible qu'il faut mettre en place une prévention des troubles précoces fondée sur les connaissances apportées par la psychanalyse.
Elle met en œuvre cette idée en 1978 avec quelques personnes, en inventant la Maison Verte. Apparemment, comme toute action de prévention, la Maison Verte ne montre rien de spectaculaire. Pourtant, c'est une invention majeure. C'est un lieu de loisirs pour les enfants petits avec leurs parents, une sorte de jardin public avec un toit où se passent des événements qui n'ont lieu dans aucun jardin public des villes modernes. Pour une raison simple, c'est que la vie dans ces endroits est fondée sur quelques principes très précis. Françoise Dolto a toujours été très centrée sur l'importance pour les enfants d'en rencontrer d'autres. Et au plus tôt au mieux. C'est cette idée comme ça qu'à partir du moment où, et je pense que ça c'est une des difficultés sans doute de tous les couples et les jeunes couples aujourd'hui, c'est de se refermer petit à petit, de faire ce qu'on appelle des familles comme ça unicellulaires, où en fin de compte on vit à 3, parfois 4, 5, c'est déjà exceptionnel, dans une entité isolée, un petit appartement. Et je pense que pour elle c'était fondamental qu'il y ait toujours une ouverture, qu'il y ait une possibilité pour les enfants de voir d'autres enfants, pour les adultes de voir d'autres adultes, de ne pas justement se refermer. Françoise Dolto trouvait cruel que la société sépare l'enfant de ses parents dans les premiers mois, sans transition, sans apprentissage de l'autonomie. À la Maison Verte, les conditions sont réunies pour que l'enfant puisse exercer son autonomie à son rythme, en venant se recharger affectivement auprès de son parent, selon les besoins et selon les expériences qu'il va faire. Cela aide aussi les parents à accepter sans angoisse l'autonomie de leur enfant. Non, on commence pas par taper sur Sarah en arrivant. Non, Sarah, tu tapes pas. Monsieur Lara peut commencer à taper. Je pars pas, je suis là. C'est sûr qu'il y a des tas de moments où ça se passe pas bien. Je veux dire que quand il y a 20 enfants et qu'il y a des conflits, puis des enfants qui sont quand même puisqu'ils sont pas encore tout à fait dans la parole, ils sont très dans l'acte, très dans le geste. Alors bon, quand on veut un jouet, on l'arrache. Quand il y en a un qui est sur le passage, on le pousse. Donc il y en a qui vivent des expériences très difficiles, de se faire renverser, de se faire agresser. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est fondamental pour eux, c'est de directement, ils retournent chez leur mère, ils se resécurisent là, c'est comme un puzzle comme ça qui se reconstruit, et puis, hop, ils repartent. Et bien souvent, ils repartent d'ailleurs vers celui qui les a agressés. Et c'est là où on se rend compte que pour eux, c'est pas vraiment... Ils ne sont pas dans l'idée qu'au fond, l'autre est méchant. Parce que très vite, les adultes mettent des étiquettes là-dessus. Tu es méchant, tu dois être gentil, enfin bon. Et en fait, pour les enfants, la question ne se pose pas comme ça. C'est une expérience, ils se sont fait pousser. Tiens, pourquoi ça se passe comme ça? Alors, ils y retournent pour voir si ça va encore se passer comme ça. On dit, on ne peut pas jouer à l'eau si on n'a pas de tablier. L'enfant se roule par terre parce qu'il veut jouer à l'eau sans tablier. Tu peux te rouler par terre, c'est pas mal du tout. C'est pas mal de se rouler par terre. Pourquoi il faut se fâcher? Qu'est-ce que ça fait du mal à qui? À personne. Il veut que ça fasse de l'effet. Ça fait pas d'effet. On dit, ben moi, il a fait de la gymnastique. Mais tu ne peux pas pour ça aller jouer à l'eau maintenant. Mais moi, je lui permets à la maison, dit la mère. Mais vous avez raison chez vous. Mais ici, c'est le règlement pour tout le monde. Et alors, les enfants apprennent qu'il y a un règlement pour tout le monde qui n'est pas contre eux, qui ne les vise pas. C'est comme ça, c'est un règlement. Et grâce à quoi ils apprennent justement à se vacciner contre les épreuves de la vie en groupe.
L'important, c'est de leur parler la règle et de leur dire qu'une ligne rouge qu'on ne dépasse pas avec les vélos, d'abord ça a un sens parce que sinon on serait complètement envahi de vélos du côté où justement il y a des enfants beaucoup plus petits. Donc c'est une façon de protéger les plus petits. Donc c'est déjà leur mettre dans l'idée qu'une règle aussi, elle a du sens. Et que donc, et ça on voit très bien chez les enfants, qu'ils peuvent très bien accepter une règle, effectivement, à partir du moment où elle a du sens. Quand ça a du sens pour eux, ils l'intègrent très bien. Les familles viennent de façon anonyme à la Maison Verte, mais l'enfant est accueilli à travers ce qui lui appartient en propre, son prénom. L'équipe des accueillants comprend toujours au moins un psychanalyste. Non pas pour y faire des consultations, mais parce qu'il pourra aider à détecter les éventuelles difficultés que les parents n'ont pas perçues. Grâce à cela, des mots justes, au bon moment, pourront être dits. La parole sera aussi présente pour aider l'enfant dans ses expériences quotidiennes. Dans les jeux, on ne fera pas les choses à la place de l'enfant, on lui dira comment faire. Ainsi, l'enfant apprend à s'auto-materner, c'est-à-dire à assurer seul la satisfaction de ses besoins. C'est vraiment une prévention. Nous voyons que les enfants qui sont venus une dizaine de fois avant 2 mois dans ce lieu sont tout à fait en sécurité dans la crèche, parce qu'on leur a expliqué qu'ils iront à la crèche, que là, la maman ne sera pas là, que les personnes qui y sont payées pour s'occuper d'eux, pour leur donner 2 ou 3 biberons, mais que la maman reviendra le soir. Nous expliquons à la mère de surtout ne pas embrasser son enfant quand elle arrivera, parce que c'est terrorisant. Tous les enfants hurlent quand les mères arrivent, parce que tout d'un coup, ils sont dévorés par les panthères, ils ne savent plus pas encore qui c'est déjà sur la misère sur le pauvre monde qui les dévore de baisers, parce que la mère est frustrée pendant 8 heures d'avoir mis son enfant en crèche, après elle s'en est occupée pendant 2 mois. C'est très difficile pour elle, c'est d'autant plus difficile que les maternants disaient, elle n'est pas pressée de le retrouver, celle-là, tu vois, elle ne l'embrasse même pas. Elles se retiennent pour ne pas l'embrasser, et à la maison, bon, on fait les fricassés de museau. Quand on est arrivé... Depuis 1978, l'idée de Maison Verte n'a pas seulement essaimé un peu partout, mais a été aussi reprise par des équipes qui l'ont adaptée à d'autres environnements. Ici, la Maison Verte s'appelle le Square et fait beaucoup plus que socialiser les enfants. C'est même, pour certaines familles, le seul lien de contact et d'intégration dans cette cité. En général, dans les milieux moins favorisés, c'est un milieu de gens plus, je dirais, qui ont peut-être moins de chance que d'autres. Je crois qu'on dit beaucoup de l'enfant. Les mamans arrivent en disant aujourd'hui il est impossible, il est méchant, je peux plus le voir, des choses aussi fortes que ça. Et elles viennent, elles arrivent avec ce discours. Elles arrivent aussi avec le discours je peux plus voir son père. Je vais le foutre à la porte, on va se quitter. D'ailleurs, c'est mon 3e homme. Les 2 premiers sont déjà pas de lui. Et tout ça est servi devant les enfants. Et j'ai été fortement étonnée
de voir qu'en redisant à l'enfant, mais tu entends ce que maman dit, elle en a vraiment marre, elle est débordée, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ça? Comment toi tu vas grandir avec ça? Et ça, je pense qu'à ce moment-là, l'enfant souvent écoutait. Je pourrais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec un beaucoup plus petit. Une jeune femme arrive, c'est son 6e bébé, qui naît prématurément. Et pas tellement prématurément, cet enfant avait quand même 2,5 kg. Et elle arrive après la naissance de cet enfant, qui est resté 3 semaines en clinique après son départ, en disant bah, il est petit, il est laid, il est tout à fait raté. Bon. Alors l'enfant sort de la clinique et la maman vient à la maison de quartier et nous montrer son bébé. Et elle arrive et elle me dit tiens, tu peux la voir, il est vraiment laid, il est trop petit, il boit mal, il pleure tout le temps, c'est un emmerdeur. Bon. Alors je prends le bébé, qui avait donc à l'époque 1 mois, 4 semaines, et je lui ai dit, écoute mon vieux, en plus ils t'ont appelé Jérémie, t'entends tout ce qu'elle te dit, hein, il t'appelle Jérémie, tu chiales tout le temps, tu bois pas, et elle est vraiment pas contente. Même ta grand-mère, parce qu'elle nous avait dit, même ma belle-mère me dit, mon Dieu, ma fille, vous n'en avez jamais fait un aussi laid. Et donc, je lui dis, tu vois, même ta grand-mère dit que t'es laid. Hein. Moi, je trouve pas que t'es tellement laid. Mais je trouve que tu pourrais faire un effort. Hein. Tu es le 6e. Elle n'a pas des heures à te donner à boire, tu sais, ta mère. Il faudrait que tu boives un peu mieux. Hein. Et puis, il faudrait aussi que tu puisses avoir des périodes où tu dors. Hein. Et il pleurait dans mes bras, ce gosse, il pleurait, je lui racontais, je lui disais, tu sais, hein, ta grande sœur, elle commence à aller à l'école primaire, et puis il y a tous les autres, et puis il y a toi. Hein, et il y avait encore un petit frère qui avait quoi, 14 mois. Et bon, je continue un petit peu à lui expliquer le milieu dans lequel il est, et puis il s'endort. Il s'endort, il se détend, il dort pratiquement tout l'après-midi, on le remet dans son petit couffin. Et la semaine suivante, elle arrive, et je la vois beaucoup plus souriante, plus rayonnante, et elle me dit, tiens, prends-le. Et tu lui dis exactement la même chose que la semaine passée, parce que maintenant, il boit, et il a pris 200 grammes. Et cette mère, maintenant cet enfant a quoi, 5-6 mois, et cette mère a vraiment pu avoir un contact avec ce bébé à la suite, je pense, de ce soutien qu'elle a reçu. Et ça, je crois que c'est transposable. Cette parole vraie dite à l'enfant et le soutien qu'on apporte et aux gosses qui doivent vivre ce qu'ils doivent vivre, et aussi aux mères qui, pour moi, sont généralement des mères fantastiques.